Cet appel est sur écoute. Springfield Township est une commune à l'ouest du comté de Lucas, près de la ville de Toledo. C'est une ville très sympa avec de beaux pavillons, des quartiers calmes, peu de criminalité. Notre fils Johnny avait 21 ans. Il vivait encore à la maison. Il économisait de l'argent pour ses études et... C'était un fils à maman. Avec Johnny, on s'appelait entre 15 et 20 fois par jour. Parfois plus, parfois plus. Parfois plus. Ce jour-là, j'avais déjà eu Johnny plusieurs fois. Je l'ai appelé à 20h et il a décroché tout de suite. Il m'a dit « Je vais chercher Lisa au travail, après on va chez elle. On ne va rien faire ce soir, on va se reposer. » Johnny et Lisa sortaient ensemble depuis 2 ans. Elle avait 20 ans. Les parents de Lisa étaient partis en croisière. Johnny et Lisa dormaient chez eux pour ne pas que la maison soit vide. J'ai dit à Johnny, tu as intérêt à répondre à chaque fois que je t'appelle. Je veux être sûre que tout va bien. Je crois que ce soir-là, je l'ai appelé 5 fois. Et il a toujours répondu tout de suite. Il était un peu plus de minuit. Cette fois, j'ai appelé mon fils, mais il ne répondait pas. J'ai appelé sur le fixe des parents de Lisa, mais personne ne répondait. J'ai pensé qu'il y avait un problème. Mon fils répondait toujours à mes appels. Il n'ignorerait jamais mes appels. Les Clark ont senti que quelque chose n'allait pas. Alors ils sont allés voir. On s'est garé dans l'allée du garage. John est sorti de la voiture. Il a fait le tour de la maison en regardant par les fenêtres. Il est revenu en courant. Il m'a dit d'appeler la police. Parce que Johnny avait l'air inconscient. Il faut envoyer la police au... Mon fils a cette adresse. Je l'ai vu par la fenêtre. Lui et sa copine sont ligotés. Leurs téléphones sont par terre. D'accord. Ils sont inconscients, madame. C'est pas vrai. Calmez-vous, madame. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. On m'a appelé vers 4 heures du matin pour me dire qu'on avait une scène de crime. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu qu'il y avait 2 corps par terre, près de la table de la cuisine. Lisa avait un sac en plastique sur la tête et de l'adhésif autour du cou. Johnny était sur le dos. Ses mains et ses pieds étaient aussi attachés avec de l'adhésif et il avait un sac en plastique sur la tête. Il y avait un portefeuille sur le corps de Johnny. L'asphyxie avec des sacs plastiques sur le visage et de l'adhésif, c'était du jamais vu pour nous. C'était dur pour tous les gens qui étaient sur place. On a tous une famille, on a tous des enfants. Et quand on arrive sur une scène de crime et qu'on voit 2 jeunes qui ont souffert, ça donne envie de comprendre ce qui s'est passé. Le lundi matin, assez tôt, ma tante et mon oncle m'ont appelé pour m'annoncer que Lisa et Johnny étaient morts, qu'ils avaient été assassinés. J'étais sous le choc. Je suis sortie de mon lit en criant.
Je ne savais pas quoi penser. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse faire du mal à ma sœur. Lisa était marrante. C'est ce que j'aimais le plus chez elle. Elle faisait toujours l'imbécile. On adorait l'eau, le soleil et être à l'extérieur. Tout le monde l'appréciait. C'était facile de s'entendre avec elle. Avec Lisa, on avait la vingtaine. On adorait sortir, rencontrer des gens. C'est comme ça qu'elle est tombée sur Johnny. Johnny et moi, on était meilleurs potes depuis plus de 8 ans. Johnny savait mettre l'ambiance. Il était super charismatique, super extraverti. On faisait tout ensemble. On sortait manger, on allait au bowling, on allait voir des filles. Quand Johnny a rencontré Lisa, ça a tout de suite accroché. Dès le début. Ils se sont rencontrés en juin 2009. C'était des gamins. Oui. Il y avait quelque chose d'assez joueur et enfantin chez eux. Ils avaient beaucoup d'amis avec lesquels ils traînaient. J'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu vouloir faire du mal à ces deux belles personnes pleines de vie. À première vue, on aurait dit un cambriolage qui avait mal tourné. La scène de crime était assez grande. Et les deux victimes étaient ligotées. Alors on se demandait quand elles avaient été attachées, qui les surveillait et combien de personnes les surveillaient pendant que les autres fouillaient la maison. On pensait tous que c'était l'œuvre d'au moins 2 personnes, et certainement de 3 personnes ou plus. La maison avait été retournée. Les tiroirs étaient ouverts. Il y avait des signes de lutte. Je pense qu'ils cherchaient quelque chose et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Peut-être qu'il y a eu une dispute, une bagarre. Les 2 corps avaient peut-être été placés l'un près de l'autre pour jouer avec eux. Il devait dire « Regarde ce qu'on va lui faire » et Johnny pouvait la voir. Les policiers n'ont relevé aucune marque d'effraction. Y avait-il quelqu'un qui était déjà dans la maison et qui attendait leur retour? On avait besoin de preuves matérielles pour savoir quelle piste suivre. On a contacté le service de l'identité judiciaire de l'Ohio. Les agents sont arrivés et ont commencé à examiner la scène. En relevant les indices, ils ont trouvé un mégot de cigarette dans le couloir près du garage. La maison de mes parents était toujours très propre. C'était interdit de fumer à l'intérieur. Alors, ce n'était pas du tout normal qu'il y ait un mégot de cigarette à l'intérieur. Ils étaient jeunes, ils avaient peut-être fumé à l'intérieur. La seule façon d'en être sûr, c'était de faire des tests. C'est stressant d'attendre les résultats du labo. Parce que c'est possible que ça ne donne rien. On a commencé à interroger les voisins autour de la maison des Straub, mais personne n'avait rien vu ni rien entendu. Il n'y avait aucun témoin, comme si ça s'était passé dans le silence. Johnny Clark et Lisa Straub avaient un grand groupe d'amis. Et ils se connaissaient entre eux. On a commencé par leurs amis proches, leur famille, et puis on a ratissé plus large. La première personne que les enquêteurs ont interrogée, c'est une amie de Johnny, Tiffany. Tiffany était la dernière personne à avoir eu une conversation téléphonique avec Johnny Clark le soir du meurtre. Ce soir-là, Tiffany était au téléphone avec Johnny et elle a entendu des voix masculines en fond. Alors, vous l'appelez? Au bout de combien de temps vous entendez quelque chose? Qu'est-ce que... En décrochant, il ne m'a pas dit bonjour. Il a dit « Meuf, qu'est-ce que tu fais ?»
Il a dit ça environ 3 fois. Il avait l'air en colère? Oui. Il avait l'air apeuré? Non. Et après, j'ai entendu quelqu'un d'autre derrière, mais je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Vous avez entendu quelqu'un derrière? Un mec. Vous êtes sûr? Certaine. C'était un mec. Vous le connaissiez? Non. Enfin, c'est dur à dire. Je vois. Ensuite, il m'a demandé « Meuf, qu'est-ce que tu fais ?» Comment a-t-il mis fin à la conversation? Je te rappelle, et il a raccroché. Tiffany a dit que cet appel était bizarre. Notre théorie, c'était qu'elle était au téléphone avec Johnny quand l'incident a commencé. Avez-vous entendu quelque chose, comme une porte qui se ferme ou des bruits de pas? Est-ce qu'il avait l'air essoufflé? Non. Ils avaient l'air de les connaître? Je pense qu'il connaissait le coupable. Ça a tout de suite éveillé nos soupçons. On s'est dit que des proches de Johnny et Lisa pouvaient être impliqués. C'était un élément important. Ils connaissaient la personne qui avait voulu les tuer. La ville est encore sous le choc après le meurtre atroce de Johnny Clark et de Lisa Straub dimanche soir. Je n'en reviens pas. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un sait quelque chose. Il faut que quelqu'un parle. Pour moi, ce qui est le plus frappant, c'est la façon dont ces deux jeunes gens ont été tués. Quand on s'acharne autant sur une victime, quand on la ligote, qu'on lui met un sac sur la tête, qu'on lui fait tout ça, c'est qu'on est très, très en colère. Il fallait envisager que ce soit une affaire plus personnelle. Assez rapidement, on a parlé de l'affaire. Les médias s'en sont emparés. On était inondés d'appels tous les jours. Et il fallait enquêter sur toutes ces pistes. Quelqu'un était dans la maison avec Johnny et Lisa. On voulait savoir qui c'était. On voulait savoir ce que cherchaient les suspects. Les meurtriers cherchaient quelque chose. Le portefeuille de Johnny était posé sur lui. Peut-être qu'il cherchait de l'argent. Beaucoup de proches de Johnny et Lisa nous ont dit que la famille Straub avait un coffre-fort et que ce coffre-fort contenait beaucoup d'argent. Johnny vous a-t-il parlé d'un coffre-fort dans cette maison? La seule chose dont Johnny se vantait, c'était que la famille de Lisa avait de l'argent. Johnny avait dit autour de lui que mes parents avaient beaucoup d'argent dans leur maison, ce qui était faux. Johnny aimait se vanter. Il se la racontait. Quand on regarde l'origine socio-économique des gens que Johnny et Lisa fréquentaient, on voit que la plupart venaient de quartiers pauvres. Ils vivaient au jour le jour, si je puis dire. J'imagine que certains ont très bien pu croire qu'il y avait une grosse somme d'argent ou un objet d'une grande valeur dans cette maison. J'ai commencé à m'entretenir avec la famille de Johnny Clark. J'ai demandé si Johnny avait eu des problèmes avec quelqu'un récemment, si quelqu'un le cherchait. Quand je me suis demandé qui aurait pu vouloir faire du mal à Johnny et Lisa, j'ai tout de suite pensé à Alexandra Cousineau. Alexandra Cousineau, ou Alex, comme on la surnomme, est une mère célibataire de 2 enfants. Alex et Johnny étaient amis depuis 2 ans, mais il y avait eu pas mal d'embrouilles entre eux. Vous avez pris des stupéfiants ou de l'alcool? Non. Bien, signez ici. Alexandra était une femme qui n'aimait pas Johnny Clark. C'était pour nous une suspecte potentielle. Depuis quand connaissiez-vous Johnny? Je crois que je l'ai connu en 2009. Mais j'ai commencé à traîner avec lui l'été dernier, en 2010. Johnny avait de bons amis. Beaucoup de bons amis. Oui. Savez-vous qui a tué Johnny et Lisa? Non, je ne sais pas. Aucune idée.
Je connais tous les protagonistes dans cette histoire. Je sais bien. Mais dans cette histoire, moi, je suis des quartiers Est. Je ne suis pas des quartiers Sud. Donc il y a plein de gens que je ne connais pas. Ils ne voulaient pas me parler ou traîner avec moi parce que je viens des quartiers Est. Vous êtes sortis ensemble avec Johnny? Non, jamais. On a juste couché ensemble une fois. Ah bon? Pendant qu'il était avec Lisa? Non, non, non. Ils avaient rompu depuis un moment. D'accord. Lisa et Johnny ont brièvement rompu pendant l'année 2010. Mais ils se sont remis ensemble. Donc Johnny et Lisa rompent, vous couchez ensemble, et après, est-ce que vous continuez à vous voir de temps en temps? On se parlait, on se croisait de temps en temps. Les enquêteurs apprennent qu'en novembre 2010, quelques mois avant le meurtre de Johnny et Lisa, il y a une dispute entre eux. Alex a acheté une voiture à Johnny Clark. Et peu de temps après, la voiture est tombée en panne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je lui ai dit qu'elle était en panne, que c'était un problème qui arrivait parfois. J'ai dit que c'était des... On s'est disputé. Alors il est venu voir la voiture. Son père est venu. Son père est venu. Je n'ai pas vu Johnny. L'incident s'est arrêté là. Oui, après je lui ai dit « Rends-moi mon argent ». Il m'a dit qu'il allait le faire. Sa mère n'arrêtait pas de dire « Elle a cassé la voiture, c'est à elle de payer ». Donc j'ai laissé tomber. Tant pis. J'ai déjà vécu pire dans ma vie. À cause de cette histoire de voiture, Johnny et Lisa ont coupé les ponts avec Alexandra. En décembre 2010, Alex Cousineau a commencé à passer des appels de menaces à Johnny et Lisa au sujet de l'argent de la voiture. Les avez-vous menacés? Je ne l'ai pas menacé. J'ai dit que sa voiture était une... C'est tout. Vous étiez en colère? Vous vouliez récupérer vos 750 $? Évidemment. Qui ne voudrait pas? Peut-être qu'elle pensait que Johnny lui devait de l'argent et qu'elle est allée le chercher. Il y avait un portefeuille sur le ventre de mon fils. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un message. C'est synonyme de dette. Voilà ce que je pense. Alexandra Cousineau a refusé de passer au détecteur de mensonges. À ce stade, je me suis dit que ce serait la science qui permettrait d'élucider cette affaire. J'ai prélevé son ADN pour le comparer aux indices retrouvés sur la scène de crime. Et on a continué à enquêter. C'était une enquête extrêmement rigoureuse. On a prélevé l'ADN de dizaines de personnes pour les comparer aux indices de la scène de crime. Une centaine d'objets a été envoyé au service de l'identité judiciaire pour être testés. On a fait des tests sur l'adhésif, sur les sacs et sur le portefeuille. On a retrouvé l'ADN de Johnny, l'ADN de Lisa et un ADN inconnu. Ce n'était pas l'ADN d'Alex Cousineau. Rien ne prouvait qu'elle avait mis les pieds dans cette maison. Les tests n'ont rien donné. Plusieurs mois plus tard, on était au point mort. On cherchait à qui appartenait ce profil ADN. On avait réinterrogé pas mal de monde. Les familles des victimes, leurs amis, les habitants de la ville. On craignait de ne jamais découvrir la vérité. Ça me faisait peur de savoir que les responsables couraient toujours. Finalement, le service de l'identité judiciaire nous a informé qu'il y avait une correspondance pour l'ADN du mégot de cigarette. Celui qui avait été collecté sur la scène de crime. Ça a amené les enquêteurs à un homme de 24 ans qui venait de l'Est de Toledo, un certain Sam Williams. On n'avait encore jamais entendu ce nom. Je ne savais pas quel était le lien entre cette personne et Johnny et Lisa.
Ces meurtres nous ont profondément affectés. On voulait savoir ce qui s'était passé ce soir-là. Quand j'ai appris que quelqu'un avait été arrêté, j'étais contente. Je me suis dit qu'on aurait des réponses. Je n'avais jamais entendu parler de Sam Williams, donc j'étais vraiment surprise. Il avait un casier judiciaire pour des petites infractions, mais rien de grave. Sam Williams a immédiatement été arrêté. On était heureux de pouvoir enfin mettre un nom sur cette affaire. Mais on ne savait pas qui il était. L'une des théories des enquêteurs concernant le mobile ou le lien entre le suspect et les victimes, c'était qu'il y avait peut-être de l'animosité entre eux, à cause d'une histoire de drogue. Johnny et Lisa fumaient de la marijuana et ils aimaient faire la fête. Sam Williams s'était mêlé à un trafic de drogue. Il a été amené au bureau du shérif du comté de Lucas pour être interrogé. Connaissez-vous un certain Johnny Clark? Connaissez-vous une certaine Lisa Straub? Non? Je vais vous montrer la photo d'une maison. Vous y êtes déjà allé, c'est à Springfield Township? Non. Ça vous arrive d'aller à Springfield Township? Je reste à l'est. La maison de la famille Straub est à l'ouest du comté de Lucas, à plus de 15 km de là où habite Sam, à l'est du comté. Sam a déclaré qu'il n'était jamais allé là-bas, qu'il ne savait pas où c'était, qu'il ne connaissait pas ces gens. Il y a eu un souci l'hiver dernier dans cette maison. Vous en avez entendu parler? Non. Ok. On a retrouvé 2 gamins morts. 2 jeunes adultes. Ils ont certainement été victimes d'un cambriolage. Comment vous avez eu mon nom? Grâce à la science. Je comprends pas. Vous savez, quand la police arrive sur une scène de crime, elle ramasse des indices. Et elle fait des tests ADN sur ces indices. Vous savez ce que c'est l'ADN? L'ADN de chaque personne est unique. Il n'y a pas 2 ADN identiques. Je comprends. Je voyais que Sam essayait de rester détendu en apparence et de donner le change. Mais il transpirait. On sentait presque son rythme cardiaque augmenter pendant l'interrogatoire. Je me suis dit qu'il allait dire n'importe quoi pour contester les preuves. On a retrouvé votre ADN sur certains objets. D'accord? Comment l'expliquez-vous? Aucune idée. Vous n'êtes jamais allé dans cette maison? Non. Expliquez-moi ce que faisait votre ADN sur ma scène de crime. Si je pense qu'il ment, bien entendu qu'il ment. On a retrouvé son ADN sur une scène de crime. C'est moi qui avais l'avantage dans l'interrogatoire. J'essayais de le provoquer pour le faire revenir sur Terre et pour voir comment il réagissait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Où je veux en venir? Vous me suivez? D'accord. Comment voulez-vous qu'on procède? Je veux juste savoir ce qu'on me veut. D'accord. C'est tout. Et je vais attendre mon avocat. L'interrogatoire ne s'est pas déroulé comme prévu. Il ne nous a donné aucune information. Sam Williams est mis en examen pour le meurtre de Lisa Straub et Johnny Clark, et il plaide non coupable. Il y a des preuves ADN, mais ça ne veut pas dire que c'est plié. Sam Williams n'avoue pas. On a retrouvé son ADN sur la cigarette, mais nulle part ailleurs sur la scène de crime. Une fois qu'on a une preuve, on veut corroborer ce qu'on a. On veut le plus d'informations possible. On a demandé à Sam de nous expliquer comment son ADN avait pu se retrouver sur notre scène de crime, mais il n'a pas pu. On est retourné voir les amis de Lisa et Johnny pour leur demander s'ils connaissaient Sam Williams, si c'était un ami du groupe. Ils ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Ils ne s'étaient jamais vus, ils ne se connaissaient pas. Il n'y a pas de mobile qui saute aux yeux. C'est inquiétant. Alors pendant que les enquêteurs montent leur dossier, ils écoutent les appels de Sam en prison.
Mec, tu sais pourquoi ils m'ont enfermé ici? J'ai vu ces conneries aux infos. Ah ouais? Ils disaient quoi? Qu'il y avait eu un meurtre et que t'étais le suspect numéro 1. Je sais pas d'où ils sortent ces conneries, mec. Je te jure, je sais pas ce qu'ils ont, mais je sais que j'ai rien fait. Quand il demande ce qu'ils ont dit aux infos, c'est pour savoir ce que c'est la police, pour savoir ce qu'on a. Les détenus sont au courant que leurs appels sont enregistrés. Et parfois, ils se servent de ces enregistrements pour tenter de prouver leur innocence. Les appels peuvent être écoutés au procès, et c'est ensuite au jury de trancher. Sam Williams passe un autre appel, cette fois à sa femme. J'essaie de me souvenir du mois de janvier, parce que ce serait 10 fois mieux si tu avais un alibi. Mais c'était il y a 9 mois. Je suis allée sur Facebook pour regarder les dates et tout ça. Le 30 et le 31, ce sont des soirs où tu étais au bar. Avec mon cousin? Oui, avec ton cousin. Elle affirme qu'il était à la soirée d'anniversaire de son cousin dans un bar au moment du meurtre. Il ne nous fournit pas d'alibi. Ce sont les autres qui le font pour lui. C'est mon cousin qui a dit ça? Oui. Ok, c'est cool, c'est cool. Mais t'es sûr que j'étais au bar? Si je comprends bien, c'est ce qu'il dit. On a essayé de vérifier ces informations parce que si Sam Williams était innocent, on voulait trouver le meurtrier. On a pu prouver qu'il n'était pas à l'endroit où il prétendait être au moment du meurtre. Il essayait de berner les enquêteurs. Il parlait constamment de l'enquête. Il essayait d'obtenir des informations. Les gens disent quoi sur Facebook? Je ne suis pas allée sur mon Facebook. Mais j'ai posté un message sur ton mur qui dit « On emmerde les gens. On a besoin de soutien. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. » Et c'est tout. Je veux pas que quelqu'un parle aux médias. Je ne le ferai pas. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser, ma chérie. Je ferai tout ce que je peux. Je sais pas, ça va être long. Est-ce qu'il y a des mandats d'arrêt contre d'autres personnes? C'est ce que j'essaye de savoir. Je ne sais pas grand-chose. J'attends des nouvelles. Je sais qu'il y a d'autres suspects dans cette enquête pour meurtre, ou peu importe comment on dit, donc je ne sais pas. Qui ça? Il n'a pas voulu me donner de nom, je n'en sais pas plus. Sam a l'air de penser qu'il n'est que le premier domino à tomber et que d'autres vont tomber après lui. Dans ses conversations téléphoniques, Sam n'arrête pas de clamer son innocence. Mais quand il appelle son ami Stephen Pettaway, il a un discours complètement différent. Tu sais comment on est depuis qu'on est gamin. Putain de proche. Je veux que tu lui dises ça, que je suis plus solide qu'un roc. Sam dit « Je suis solide comme un roc », ce qui veut dire qu'il ne va pas parler, qu'il ne va pas dire un mot. Lors de cet appel, ils parlent d'une personne qu'ils connaissent tous les deux. Personne va faire de bêtises, je le sais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux en être sûr, mec. De toute évidence, quelqu'un d'autre sait ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Quand Sam a été arrêté, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'était pas un ami à nous. Il faisait pas partie du groupe. Étant donné tous les indices récoltés et tous les ADN inconnus, j'étais persuadée qu'il y avait d'autres personnes impliquées. J'écoutais les appels de Sam tous les jours. J'en écoutais autant que possible. J'essayais de voir s'il faisait un faux pas. Je sais pas comment je me suis retrouvé mêlé à ça. Mais on verra ce que ça donne au procès. Dieu décidera de mon destin.
La police refait un prélèvement ADN pour vérifier la correspondance avec le fichier des empreintes génétiques et elle obtient la confirmation que c'est l'ADN de Sam sur la cigarette. Toutefois, le rapport du service de l'identité judiciaire indique qu'il y a un deuxième ADN masculin sur le mégot. Le 4 octobre, le service de l'identité judiciaire nous a informé que le deuxième ADN était celui de Cameo Petaway, le petit frère de Stephen. Il s'avère que Sam avait passé plusieurs appels à Cameo depuis la prison. Je sais pas, Cam. Putain, je sais pas ce qui se passe. Les enquêteurs doivent y être en ce moment. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils t'ont arrêté, tu vois. Je comprends pas non plus. On s'est dit Eureka. On avait un homme suspecté d'homicide qui parlait à un autre suspect au téléphone. Il l'appelait sûrement pour lui dire « Hey, je suis en détention provisoire. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. » Allô? Ouais. Salut, tueur. Tous les gens ici sont là pour des grosses affaires. Ça fait réfléchir. Je sais. Je suis suspecté de meurtre. Je vais écoper d'une peine lourde. S'il était innocent, il ne dirait pas à quelqu'un « Je vais écoper d'une peine lourde ». Cameo Petaway a été arrêté. Il a toujours nié être allé dans la maison des Straub. Et après son arrestation, il a refusé de répondre à nos questions. Et on essayait toujours de comprendre le lien entre ces deux hommes et Johnny et Lisa. En parlant à des proches de Sam et Cameo, la police a appris qu'ils se connaissaient depuis des années. Ils étaient amis depuis l'enfance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient connus pour partager leurs cigarettes. Le même genre de cigarettes qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Pendant que l'accusation prépare le procès, les enquêteurs recherchent une personne ou quoi que ce soit qui puisse relier Lisa et Johnny à Sam et Cameo. La police enregistre et écoute les appels passés depuis la prison. Sam appelle constamment le frère de Cameo, Stephen Petaway. Il parle de Cameo Petaway, qui est dans le même centre de détention que Sam. Je suis au 5e étage. Cam est pas au 5e? Non, il est au 6e. On n'a pas le droit d'être au même étage. Il n'arrête pas de lui dire que j'essaie de lui faire à l'envers. Mais dis-lui que c'est du bluff. Il le sait, il le sait. Sam a l'air plutôt optimiste et confiant pendant cet appel. Il est en train de craquer. Il est jamais allé en prison. C'est un déchet. Dis-lui qu'il reste que 45 jours. C'est rien du tout. C'est vraiment rien. Dis-lui que je peux faire ça les doigts dans le nez. Je vais attendre qu'il me relâche. Il peut pas attendre 45 jours posé sur les toilettes. Dis-lui qu'après, il rentre à la maison. On sera à la plage dans pas longtemps. Il sera mort de rire quand tu lui diras ça. Cet appel est glaçant, parce qu'il dit que Cameo ne restera enfermé que 45 jours. Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Ce qui est incroyable, c'est que ces appels passés depuis la prison nous donnent un aperçu de qui sont vraiment ces gens. Et même s'ils savent qu'ils sont enregistrés, ils ont tendance à l'oublier. Plus ils passent de temps là-bas, plus ils se libèrent. Ils commencent à parler de choses qu'ils ne diraient pas à la police. Le 12 avril 2012, les enquêteurs écoutent l'appel le plus compromettant qui soit. On a dû faire ça quand t'étais au trou. Tu comprends? Je sais, je sais. Ça devait être toi et moi. Mais ton petit frère s'est proposé et t'a remplacé. Sam Williams parle à Stephen Petaway, le frère de Cameo. Stephen Petaway était en détention au moment du meurtre. Je ne le suspectais pas. Sam a dit, Cam s'est proposé. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est proposé pour faire le coup qu'ils avaient prévu de faire?
L'hypothèse, c'est que Sam et Stephen étaient censés le faire ensemble, mais que Cameo a fini par remplacer Stephen. Ouais, mais il s'est pas aussi bien débrouillé que je me serais débrouillé. Il ne s'est pas bien débrouillé, mais il avait le mérite d'être là. On en a eu la preuve, mec. Dans cet appel, on entend Stephen et Sam dénigrer le travail de Cameo. Ils font peut-être allusion au mégot qu'il a laissé sur les lieux. Ce qui est alarmant, c'est que cet appel a failli passer inaperçu. Quand les détenus entrent en détention, on leur donne un code pour téléphoner. Et ensuite, on recherche tous les appels qu'ils ont passés avec ce code. Sam Williams a compris que ses appels étaient enregistrés. Alors il a utilisé le code d'un autre détenu pour passer cet appel. Il essaie de dissimuler son identité pour que cet appel ne soit pas écouté. Il parle de manière énigmatique pour ne pas éveiller les soupçons de ceux qui écouteront l'appel. Il essayait de nous mener en bateau quand il évoquait l'enquête au téléphone. Quelques semaines avant le procès, les enquêteurs obtiennent une nouvelle information. Eric Yingling était un codétenu de Sam Williams au centre correctionnel du comté de Lucas. Ils partageaient la même cellule. Il m'a contacté pour me dire qu'il avait des informations sur l'homicide de Johnny et Lisa. Eric Yingling était en prison pour défaut de paiement de pension alimentaire. Et il était devenu ami avec Sam Williams. Un soir, Sam lui a révélé des informations troublantes. D'après Eric Yingling, Sam a avoué que Cameo Petaway et lui faisaient partie des personnes qui avaient joué un rôle dans ce meurtre. Sam a dit que le plan était de trouver l'argent que les parents de Lisa gardaient dans leur maison. Les suspects ont pénétré dans la maison par la porte de garage, qui était restée ouverte. Ils cherchaient de l'argent. Ils se sont battus. Ils leur ont mis des sacs sur la tête. Ils ont torturé Lisa pour que Johnny avoue où était l'argent. Ils n'avaient pas l'intention de tuer Lisa, mais elle est morte accidentellement. Et une fois qu'elle est morte, ils devaient également tuer Johnny, pour ne pas laisser de témoins. Ensuite, Sam et Cameo se sont éloignés et ont fumé une cigarette. Et c'est exactement ce que nos indices montraient. Le témoignage d'Eric Yingling était spontané. Il n'a jamais rien demandé en retour. Les informations qu'il fournissait semblaient crédibles. Les deux prévenus ont été mis en examen pour meurtre aggravé et kidnapping. Les procès ont été tenus simultanément au tribunal du comté de Lucas. Lors du procès de Sam Williams, de nombreux appels téléphoniques ont été utilisés contre lui. Je suis ici pour 2 meurtres et 2 cambriolages. Mais je sais rien. Je connais pas les victimes. J'ai rien fait, mec. Quand il dit qu'il n'y comprend rien, qu'il est innocent, qu'il n'a rien à voir là-dedans, c'est un mensonge. Salut, tueur. Tous les gens ici sont là pour des grosses affaires. Ça fait réfléchir. Je vais écoper d'une peine lourde. Quand ils ont diffusé les appels pendant le procès, tout le monde se regardait en se demandant « Est-ce que j'ai bien entendu ce que ce monstre a dit ?» Il a avoué. Le témoignage d'Eric Yingling était un élément supplémentaire qui expliquait comment l'ADN de Sam avait atterri dans la maison. C'était évident qu'il était sur les lieux du crime, qu'il était coupable. Il n'y avait plus le moindre doute possible. Sam Williams a écopé de 2 peines de prison ferme à perpétuité. Je n'ai pas manqué un jour du procès de Cameo. Il était vraiment impassible. Après la déclaration liminaire, Cameo est resté muet. Quelques jours plus tard, le juge Bates a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves et les poursuites ont été abandonnées. J'étais sous le choc. On avait retrouvé un mégot de cigarette avec son ADN dessus, dans une maison qu'il ne fréquentait pas.
Comment est-ce qu'on peut condamner une personne et pas l'autre? La grande différence entre Sam Williams et Cameo Petaway, c'est que Sam Williams a beaucoup parlé au téléphone en prison, contrairement à Cameo Petaway. Plusieurs années se sont écoulées depuis le meurtre de Lisa et Johnny, mais Sam et Cameo nient toujours leur implication. Les gens se demandent qui d'autre est impliqué et pourquoi. On essaie d'éclaircir les zones d'ombre dans cette affaire. On continue d'examiner les preuves ADN. On a trouvé l'ADN d'un homme et d'une femme sur les lieux du crime pour lesquels il n'y a pas de correspondance dans le fichier d'empreintes génétiques. On regarde également l'ADN familial, c'est-à-dire qu'on utilise la généalogie pour déterminer à qui pourraient appartenir ces profils ADN. Il est aussi probable que certaines personnes aient aidé à organiser l'agression, mais qu'elles n'aient pas laissé d'ADN sur les lieux. Tout le long, on s'est demandé comment Sam Williams, qui venait de l'autre côté de la ville, connaissait Johnny et Lisa. L'enquête a révélé que le lien entre eux était l'ancienne amie de Johnny et Lisa, Alexandra Cousineau. Alex vivait à l'est de Toledo. On a découvert pendant le procès qu'elle était amie avec Sam et Cameo. Que ce soit grâce à la science ou quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue, je suis convaincue que le nom des autres coupables sera révélé. La dernière fois que j'ai eu Johnny au téléphone, je lui ai dit « Ça va ?»« Oui, maman, je suis encore en vie. » Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Il m'a dit « Je rigole, maman. » J'ai dit « Je t'aime. » Il a répondu « Je t'aime encore plus. » C'est le dernier échange que j'ai eu avec mon fils. Il était gentil. Il me manque. Je veux que les gens sourient en se rappelant tous les bons moments qu'ils ont passés avec Lisa. Je veux me souvenir d'elle de son vivant, de son grand cœur, et pas de son meurtre.